bonsoir. Installez-vous confortablement. L'histoire commence. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Ajustez votre position jusqu'à ce que vous soyez parfaitement à l'aise. Prenez une grande inspiration, expirez lentement. Nous allons voyager ensemble dans un lieu qui existe à la fois partout et nulle part, un espace infini tissé de mots et de silence. Bienvenue dans la bibliothèque de Babel. L'histoire commence en 1941 dans une petite revue littéraire argentine appelée Sur. Jorge Luis Borges, bibliothécaire de profession et écrivain de génie, publie une nouvelle qui ne fait que quelques pages. Quelques pages seulement pour décrire l'infini. Imaginez cela. Capturer l'illimité dans le limité. Enfermer l'éternité entre les couvertures d'un livre. C'est exactement ce que Borges a accompli ce jour-là. Buenos Aires, en 1941, était une ville vibrante de culture européenne transplantée en Amérique du Sud. Dans les cafés littéraires, on débattait de Kafka, de Joyce, de Valéry. Borges fréquentait ces lieux. Un homme timide aux lunettes épaisses qui parlait avec une érudition stupéfiante de littérature du monde entier. Il connaissait par cœur des passages d'auteurs scandinaves, anglais, français, allemands. Sa mémoire était elle-même une sorte de bibliothèque ambulante. La bibliothèque qu'il décrit est composée d'hexagones, des salles à 6 côtés, infinies en nombre, s'étendant dans toutes les directions. Pourquoi des hexagones ? Borges ne l'explique jamais complètement, mais il y a quelque chose de parfait dans cette forme géométrique. L'hexagone est la forme que les abeilles choisissent pour construire leur ruche car elle maximise l'espace tout en minimisant les matériaux. C'est une forme d'efficacité mathématique, une forme qui se répète naturellement, qui crée un motif sans fin. Chaque hexagone contient 20 étagères. 5 étagères sur 4 des 6 murs, car 2 des murs sont ouverts pour permettre l'accès au couloir qui mène à d'autres hexagones. Chaque étagère porte 35 livres. Chaque livre compte 410 pages. Chaque page contient 40 lignes. Chaque ligne, environ 80 caractères. Une précision mathématique, géométrique, presque obsessionnelle. Mais dans cette précision se cache quelque chose de vertigineux. Faites le calcul avec moi, lentement, comme on compterait des moutons avant de dormir. 20 étagères multipliées par 35 livres. Cela fait 700 livres par hexagone. 700 univers possibles dans chaque salle. Et combien d'hexagones ? Une infinité. Ou du moins, un nombre si vaste qu'il équivaut à l'infini pour un esprit humain. Respirez lentement. Imaginez-vous debout dans l'un de ces hexagones. La lumière est faible, tamisée par des sphères lumineuses qui pendent du plafond. Ces sphères, Borges nous dit, diffusent une lumière insuffisante, incessante. Insuffisante parce qu'elle ne permet jamais de lire vraiment confortablement. Incessante parce qu'elle ne s'éteint jamais. Il n'y a pas de nuit dans la bibliothèque. Pas de jour non plus. Juste cette lumière perpétuelle, cette pénombre éternelle. Vous entendez peut-être au loin le bruissement de pages tournées par d'autres voyageurs de cette bibliothèque sans fin. Ou peut-être est-ce simplement le son de votre propre respiration qui résonne dans ce silence architectural. Le son voyage étrangement dans ces espaces. Un murmure peut porter sur plusieurs hexagones. Un cri peut se perdre complètement, absorbé par les millions de pages de papier.
Borges lui-même était fasciné par les bibliothèques depuis son enfance. Il était né en 1899 dans une famille cultivée de Buenos Aires. Son père, Jorge Guillermo Borges, était un avocat et professeur de psychologie qui possédait une bibliothèque personnelle considérable, plus de 1000 volumes en espagnol et en anglais. Le jeune Jorge Luis, qui apprit à lire simultanément dans les deux langues, passait des heures entières à errer parmi ces volumes, comme un explorateur dans une jungle de papier. Il a dit plus tard que s'il devait identifier le moment précis où sa vie de lecteur a commencé, ce serait lorsqu'il a découvert, à l'âge de 9 ans, une traduction des 1001 nuits. Cette collection d'histoires enchevêtrées, où chaque conte contient d'autres contes, où Scheherazade raconte des histoires pour sauver sa vie, a profondément marqué son imagination. L'idée qu'une histoire pourrait contenir toutes les histoires, qu'un livre pourrait être un portail vers l'infini, est devenue une obsession qui a duré toute sa vie. Plus tard, lorsqu'il devint employé à la bibliothèque municipale de Buenos Aires en 1937, il découvrit l'ennui profond d'un travail routinier. Il cataloguait des livres, classait des fiches, accomplissait des tâches mécaniques. Le travail était si peu exigeant qu'il pouvait accomplir sa journée entière en 1 heure. Le reste du temps, il le passait à lire en cachette dans les toilettes ou à descendre au sous-sol pour écrire. Ses collègues étaient, selon ses propres mots, des hommes sans culture, obsédés par les courses de chevaux et le football. Il le trouvait étrange, ce petit homme timide qui lisait des livres en anglais pendant la pause déjeuner. Mais dans cet ennui même, dans cette solitude, son imagination fleurissait. C'est là, entouré de livres poussiéreux et d'archives oubliées, que la bibliothèque de Babel a commencé à prendre forme dans son esprit. Il y avait aussi l'influence de sa grand-mère anglaise, Fanny Aslam. Elle lui racontait des histoires de l'histoire argentine, de batailles et de héros, mais elle lui lisait aussi la Bible en anglais, et Borges a toujours dit que la musique de la Bible du roi Jacques, avec ses rythmes et ses répétitions, avait façonné son oreille pour la prose. Cette influence biblique est visible dans la bibliothèque de Babel. Il y a quelque chose de cosmogonique, de genèse dans cette nouvelle. C'est la création d'un univers entier par les mots. La nouvelle raconte l'histoire d'un bibliothécaire qui tente de comprendre la nature de cet univers livresque. Car la bibliothèque n'est pas simplement une collection de livres, elle est l'univers lui-même. Chaque hexagone communique avec d'autres hexagones par des couloirs. Entre les niveaux, des escaliers en spirale montent et descendent, peut-être infiniment. Certains bibliothécaires, nous dit Borges, se sont jetés dans ces puits vertigineux, épuisés par leur quête de sens. Leur chute est interminable. Ils tombent éternellement à travers les niveaux de la bibliothèque, passant devant des millions d'hexagones, leurs cris s'estompant dans l'immensité. Laissez votre esprit dériver maintenant. Relâchez toute tension dans vos muscles. Imaginez que vous tirez un livre d'une étagère. Vous l'ouvrez. Les pages sont couvertes de lettres. L'alphabet utilisé dans la bibliothèque comprend 25 symboles. Les 22 lettres de notre alphabet, plus l'espace, le point et la virgule. C'est tout. 25 symboles pour créer tous les livres possibles. Mais en lisant, vous découvrez que ces lettres
ne forment aucun mot reconnaissable. Elles sont disposées de manière aléatoire, page après page de combinaisons apparemment absurdes. Vous replacez le livre, en prenez un autre. Même chose, et un autre encore, toujours le chaos typographique. C'est le secret terrible et merveilleux de la bibliothèque. Elle contient tous les livres possibles. Non pas tous les livres qui ont été écrits, mais tous les livres qui pourraient être écrits avec un alphabet de 25 symboles. Toutes les combinaisons possibles de ces lettres sur 410 pages. Le nombre de livres dans cette bibliothèque dépasse l'imagination. Borges le calcule lui-même. 25 à la puissance d'environ 1 300 000. Un nombre si vaste qu'il n'a aucun sens pratique. C'est un nombre plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Mais réfléchissez doucement à ce que cela signifie pendant que vos paupières deviennent lourdes. Quelque part dans cette bibliothèque existe le livre qui raconte l'histoire exacte de votre vie, avec chaque détail précis. De votre premier souvenir d'enfance à ce moment précis où vous écoutez ces mots. Chaque pensée que vous avez eue, chaque rêve que vous avez rêvé. Tout est écrit quelque part. Il existe aussi un livre qui raconte votre vie avec une seule différence minuscule. Vous avez choisi le thé au lieu du café ce matin, et un autre où vous avez pris le bus au lieu de marcher, et un autre où vous avez dit oui au lieu de non à cette question importante il y a 5 ans. Toutes les versions possibles de votre vie existent simultanément dans cette bibliothèque. Il existe un livre qui est identique à Don Quichotte, mot pour mot. Il existe un livre qui est presque identique à Don Quichotte, mais où une seule virgule a été déplacée. Il existe 1000 livres qui sont des variations d'une seule lettre du Don Quichotte. Il existe 1 million de livres qui ressemblent au Don Quichotte, mais qui sont légèrement différents. Et entre ces livres, des océans de non-sens. Il existe un livre qui prédit avec exactitude l'avenir de l'humanité. Il existe aussi un livre qui prédit un avenir complètement différent. Il existe un livre qui explique l'origine de l'univers avec une précision scientifique parfaite. Il existe aussi 1 million de livres qui expliquent l'origine de l'univers de manière complètement fausse mais convaincante. Il existe un livre qui contient la preuve mathématique de l'existence de Dieu. Il existe aussi un livre qui contient la preuve mathématique de sa non-existence. Il existe un livre qui révèle le sens ultime de la vie. Il existe aussi un livre qui démontre que la vie n'a aucun sens. Et entre ces volumes de vérité absolue, des milliards et des milliards de livres qui ne contiennent que du non-sens. Le défi, bien sûr, est de trouver les livres qui ont un sens. Et c'est là que l'histoire devient à la fois tragique et belle. Borges nous raconte que lorsque les bibliothécaires ont compris la nature de leur univers, il y a 4 siècles, ils ont été saisis d'une joie immense. Si tous les livres existent, alors toutes les réponses existent aussi. Il doit exister un livre, quelque part, qui explique le fonctionnement de la bibliothèque elle-même, un catalogue des catalogues, un index ultime. Les bibliothécaires l'ont appelé le livre total ou le livre de l'homme. Des générations entières se sont lancées dans sa recherche, abandonnant leurs hexagones natales, voyageant à travers les salles infinies, espérant être celle ou celui qui découvrirait enfin la clé de toute chose.
Imaginez ces pèlerins marchant à travers les couloirs sans fin, montant et descendant les escaliers en spirale, leurs yeux scrutant chaque titre sur chaque étagère. Certains passaient leur vie entière à explorer un seul hexagone, convaincus que le livre devait être proche. D'autres voyageaient sans cesse, couvrant des distances énormes, visitant des milliers d'hexagones. Mais la probabilité de trouver un livre spécifique dans cette bibliothèque est essentiellement zéro. C'est comme chercher un grain de sable particulier dans un désert qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Détendez vos épaules. Relâchez la tension dans votre mâchoire. Sentez votre langue reposer doucement dans votre bouche. Nous continuons notre voyage à travers ces corridors de l'imagination. L'ironie, bien sûr, est que même si vous trouviez ce livre total, comment sauriez-vous que c'est lui? Comment pourriez-vous le distinguer d'un autre livre qui ressemble au livre total mais qui contient une seule erreur subtile? Un livre qui est presque parfait mais qui vous induit en erreur sur un point crucial. Et si vous trouviez un catalogue, comment l'utiliseriez-vous pour naviguer dans un univers infini? Pensez-y doucement. Un catalogue qui liste tous les livres de la bibliothèque serait lui-même infiniment long. Vous auriez besoin d'un catalogue du catalogue, et puis d'un catalogue de ce catalogue, à l'infini. C'est une régression sans fin, un labyrinthe intellectuel sans sortie. Borges aimait ces paradoxes. Il était fasciné par les labyrinthes, les miroirs, les bibliothèques, tous ces espaces où l'infini se replie sur lui-même. Il lisait beaucoup de philosophie, particulièrement les idéalistes allemands et les penseurs médiévaux. Il était influencé par Schopenhauer et sa vision du monde comme volonté et représentation. Pour Borges, la réalité était toujours médiatisée par les symboles, par le langage, par les livres. Nous ne connaissons pas le monde directement. Nous le connaissons à travers les histoires que nous en racontons. Il admirait aussi les penseurs médiévaux comme Jean Scott Érigène, qui affirmaient que Dieu crée le monde en le nommant. Les mots, pour ces penseurs, n'étaient pas de simples représentations de la réalité. Ils étaient la réalité elle-même. Nommer une chose, c'était la faire exister. Cette idée imprègne toute l'œuvre de Borges. La bibliothèque de Babel est un univers créé par le langage, un cosmos fait de mots. La bibliothèque représente l'univers du langage lui-même, avec toutes ses possibilités infinies et son absence ultime de sens inhérent. Le sens, Borges semble nous dire, n'est pas découvert, mais créé. Il émerge de notre interprétation, de nos connexions, de la façon dont nous lions une idée à une autre. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée. Vous ne trouvez pas? Laissez-la vous bercer comme une berceuse. Si le sens n'est pas caché quelque part, attendant d'être trouvé, alors nous sommes libres de le créer nous-mêmes. Chaque lecture est une création. Chaque compréhension est unique. Vous et moi pouvons lire le même livre et y trouver des significations complètement différentes. Et les deux significations sont vraies. Dans la nouvelle, Borges mentionne différentes sectes qui sont apparues au fil des âges dans la bibliothèque. Il y avait les purificateurs qui détruisaient systématiquement les livres absurdes, pensant pouvoir réduire la bibliothèque à une collection gérable de volumes sensés. Imaginez-les, ces fanatiques du sens, parcourant les hexagones avec leurs torches, brûlant des milliers de livres jugés sans valeur. Mais leur tâche était impossible. Pour chaque livre détruit,
Des millions d'autres, tout aussi absurdes, restaient intacts dans des hexagones lointains. Et pire encore, en détruisant les livres absurdes, il détruisait peut-être aussi, par accident, des livres précieux. Car comment distinguer, en feuilletant rapidement, un livre qui contient du non-sens d'un livre écrit dans une langue inconnue mais réelle? Comment savoir si cette page de charabia n'est pas en fait un texte chiffré contenant un message vital? La purification était non seulement futile, mais aussi dangereuse. Elle représentait une forme d'hubris, la croyance arrogante que nous pouvons juger ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas, ce qui mérite d'exister et ce qui devrait être détruit. Il y avait aussi ceux qui cherchaient leur vindication, le livre qui justifierait leur existence, qui expliquerait leur vie et lui donnerait un sens. Chaque personne, selon cette secte, a quelque part dans la bibliothèque un livre qui lui est consacré, un livre qui raconte son histoire, qui explique ses choix, qui révèle sa destinée. Imaginez cela pendant que vous vous enfoncez plus profondément dans le repos. Savoir avec certitude qu'il existe un livre, quelque part, qui vous explique entièrement. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi êtes-vous ici? Quel est votre but? Pourquoi avez-vous fait ce choix douloureux il y a des années? Où votre vie va-t-elle mener? Les réponses existent quelque part sur une étagère dans un hexagone que vous ne trouverez probablement jamais. C'est à la fois un réconfort et un tourment. Un réconfort parce que le sens existe quelque part, parce que votre vie a une explication, une justification, une place dans l'ordre des choses. Un tourment parce qu'il est inaccessible, parce que vous mourrez probablement sans jamais avoir lu votre propre vindication. Il y avait une autre secte, les inquisiteurs, qui voyageaient sans fin à travers les hexagones, examinant chaque livre, cherchant un volume particulier. Borges ne nous dit jamais exactement ce qu'il cherchait, mais on imagine qu'il s'agissait de quelque chose de précieux, de sacré peut-être. Leur quête était leur vie entière. Ils ne se mariaient pas, n'avaient pas d'enfants, ne s'attachaient à aucun hexagone. Ils étaient les nomades éternels de la bibliothèque. Et puis, il y avait les sceptiques, ceux qui niaient que la bibliothèque ait un sens quelconque. Pour eux, l'existence d'une infinité de livres rendait chaque livre individuel sans valeur. Si tout est dit, alors rien n'est dit. Si toutes les opinions existent, alors aucune opinion n'a de poids particulier. C'était une forme de nihilisme, née de l'abondance plutôt que de la rareté. Borges lui-même a vécu une vie marquée par l'ironie de l'accès et de l'absence. À mesure qu'il vieillissait, sa vue se détériorait. Il souffrait d'une condition héréditaire qui l'a progressivement rendu aveugle. Son père avait souffert de la même affliction. C'était une malédiction familiale, transmise de génération en génération. Imaginez l'ironie, un homme dont l'univers entier était fait de mots, de textes, de pages imprimées, qui perdait peu à peu la capacité de voir ces mots. Dans sa jeunesse, il pouvait lire pendant des heures sans fatigue. À 30 ans, il devait tenir les livres très près de ses yeux. À 40 ans, il ne pouvait plus lire que quelques minutes à la fois. À 50 ans, la lecture était devenue presque impossible. En 1955, lorsqu'il fut nommé directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine, il était presque complètement aveugle. Il a écrit un poème à ce sujet, plein d'humour noir, notant que Dieu
lui avait simultanément donné les livres et la nuit. Des milliers de livres à sa disposition et pas les yeux pour les lire. C'était, a-t-il dit, la forme la plus élégante d'ironie que Dieu aurait pu concevoir. Le poème s'appelle « Poème des dons » et il commence ainsi. « Que personne ne s'apitoie sur mes larmes en apprenant que je suis aveugle. Il y énumère tous les livres qu'il ne pourra jamais lire, toutes les villes qu'il ne pourra jamais voir. Mais il termine sur une note d'acceptation, reconnaissant que cette limitation lui a peut-être ouvert d'autres portes. Mais cette cécité a transformé sa relation avec la littérature. Il ne pouvait plus lire dans le sens conventionnel. Il devait mémoriser, écouter, demander à d'autres de lui lire. Sa mère, Léonore Azevedo, lisait pour lui pendant des heures. Elle vécut jusqu'à l'âge de 99 ans et pendant des décennies, elle fut les yeux de son fils. Ses amis et collaborateurs devinrent aussi ses yeux. Il dictait ses textes et il les écrivait. Il demandait qu'on lui lise des passages de livres et il les mémorisait. Sa mémoire devint prodigieuse. Il pouvait réciter de longs passages de poèmes, des pages entières de prose. Son esprit devint une bibliothèque vivante. Et curieusement, cette période de sa vie fut l'une des plus productives. Il dicta des nouvelles, des essais, des poèmes. Il donna des conférences partout dans le monde, parlant sans notes, tirant de sa mémoire des citations et des références avec une précision étonnante. La mémoire remplaça la page. Le son remplaça la vue. L'oral remplaça l'écrit. Peut-être est-ce pour cela que ses œuvres ont cette qualité onirique, cette sensation d'être racontées plutôt qu'écrites. Elles ressemblent à des souvenirs, à des rêves, à des histoires entendues dans la pénombre. Il y a une musicalité dans sa prose, un rythme qui vient de l'avoir composée dans sa tête avant de la dicter. Revenons à la bibliothèque. Respirez profondément. Sentez l'odeur imaginaire du papier ancien, de la poussière, du temps accumulé. Dans cette architecture infinie, chaque hexagone est identique et pourtant unique par son contenu. Borges décrit comment chaque hexagone possède 2 petits placards, un pour dormir debout, l'autre pour les besoins naturels. Les bibliothécaires vivent leur vie entière dans ces espaces, nés dans un hexagone, mourant peut-être dans un autre après des années d'errance. Dormir debout. C'est un détail étrange, presque cruel. Pourquoi debout ? Peut-être parce que l'espace est limité. Peut-être parce que les bibliothécaires doivent être toujours prêts à continuer leur quête. Ou peut-être parce que le sommeil horizontal, le sommeil profond, est un luxe que cet univers ne permet pas. Les bibliothécaires doivent rester vigilants, même dans leurs rêves. Il y a une solitude profonde dans cette image. Chaque bibliothécaire est séparé de presque tous les autres par des distances inimaginables. La bibliothèque est si vaste que 2 bibliothécaires pourraient marcher toute leur vie dans des directions opposées, sans jamais revenir au point de départ. Même si vous marchiez toute votre vie dans une direction, vous ne visiteriez qu'une fraction infinitésimale de la bibliothèque. Vous pourriez croiser quelques autres voyageurs, échanger quelques mots, partager peut-être une découverte. Mais la plupart du temps, vous seriez seul avec les livres. Et pourtant, il y a aussi une connexion, car quelque part, dans un hexagone que vous ne verrez jamais, un autre bibliothécaire lit peut-être le même livre que vous avez lu hier. Quelque part,
quelqu'un cherche les mêmes réponses. Quelque part, quelqu'un rêve les mêmes rêves. Cette pensée peut être réconfortante dans la solitude. Vous n'êtes jamais vraiment seul, parce que l'infinité elle-même garantit que quelqu'un, quelque part, partage votre expérience. Borges aimait cette idée d'une connexion à travers l'espace et le temps. Dans beaucoup de ses histoires, des personnages séparés par des siècles ou des continents se trouvent mystérieusement liés. Un homme à Buenos Aires rêve les rêves d'un homme dans la Chine ancienne. Un livre écrit au Moyen Âge contient des informations qui ne peuvent être connues que du futur. Le temps et l'espace deviennent fluides, perméables. La nouvelle se termine sur une note d'acceptation tranquille. Le narrateur, un bibliothécaire âgé, accepte de mourir loin de son hexagone natal. Il a compris quelque chose d'essentiel. La bibliothèque est périodique. Si elle est vraiment infinie, alors ces vastes étagères se répètent. Quelque part, dans l'immensité, il existe un autre hexagone exactement identique au sien. Un autre exemplaire de chaque livre. Une infinité d'exemplaires, en fait. Cette pensée le console. Rien n'est unique. Et donc, rien n'est vraiment perdu. C'est une vision étrange de l'immortalité. Non pas l'immortalité de l'âme individuelle, mais l'immortalité de la répétition. Tout ce qui existe en infinie variation et répétition. Vous-même, avec tous vos souvenirs, toutes vos pensées, tous vos rêves, existez quelque part sous forme écrite. Et cette version écrite de vous existe en d'innombrables exemplaires dispersés à travers l'univers bibliothèque. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd, comme si vous vous enfonciez doucement dans un matelas infiniment confortable. Chaque muscle se relâche, chaque tension se dissout. L'influence de la bibliothèque de Babel s'est étendue bien au-delà de la littérature. Des mathématiciens ont calculé les chiffres exacts. Des informaticiens ont créé des simulations. Il existe même un site web créé par Jonathan Basile qui génère toutes les pages possibles selon les règles de Borges. Vous pouvez y chercher n'importe quelle séquence de mots et la trouver, quelque part, perdue dans l'océan de non-sens. C'est fascinant et troublant. Le virtuel devient réel. L'impossible devient accessible. Mais la véritable magie de la bibliothèque n'est pas dans les calculs ou les simulations. Elle est dans ce qu'elle nous fait ressentir. Cette sensation de vertige devant l'infini. Cette oscillation entre l'espoir et le désespoir. L'espoir que le sens existe quelque part. Le désespoir qu'il soit inaccessible. Et finalement, peut-être, l'acceptation que le sens n'est pas dans la destination, mais dans la recherche elle-même. Borges avait une autre inspiration pour cette nouvelle. Il connaissait un essai de Kurt Laswitz, un philosophe et écrivain allemand qui avait imaginé une bibliothèque universelle au XIXe siècle. Mais Borges a transformé cette idée mathématique en quelque chose de profondément humain. Il a peuplé sa bibliothèque de désirs, de quêtes, de mystères. Il a donné à l'infini un visage humain. Il y avait aussi l'influence de son ami Adolfo Bioy Casares, un autre grand écrivain argentin. Borges et Bioy Casares passaient des heures à discuter d'idées fantastiques. Ils collaboraient sur des histoires policières. Ils inventaient des philosophies imaginaires, des livres qui n'existaient pas. Cette amitié intellectuelle a nourri l'imagination de Borges pendant des décennies. Sentez vos paupières devenir lourdes.
Laissez les images de la bibliothèque danser derrière vos yeux fermés. Les hexagones qui s'étendent à l'infini. Les étagères qui montent jusqu'au plafond. Les livres reliés sans cuir. Leurs pages jaunies par un temps qui n'existe pas vraiment, car dans un univers infini, le temps lui-même devient une fiction. Qu'est-ce que le temps dans un lieu qui contient tous les moments possibles? Quelque part dans la bibliothèque existe un livre qui décrit cet instant précis, avec vous écoutant ces mots, sentant le poids de vos paupières, sentant peut-être la douceur de votre oreiller contre votre joue. Le moment est capturé, éternisé dans l'encre et le papier. Il y a quelque chose de méditatif dans l'idée de la bibliothèque. C'est comme un mandala littéraire, un objet de contemplation. On peut y entrer mentalement, y marcher en imagination, s'y perdre volontairement. Et dans cette perte, trouver peut-être une certaine paix. Borges aimait dire que nous ne devons pas pleurer la cécité, car elle nous donne d'autres visions. De même, nous ne devons pas pleurer l'impossibilité de comprendre l'univers entier, car cette impossibilité nous libère pour créer notre propre compréhension, notre propre histoire, notre propre sens. Chaque livre que vous avez lu dans votre vie était une visite dans la bibliothèque. Chaque histoire qui vous a touché était une découverte dans un hexagone de votre esprit. Car nous portons tous notre propre bibliothèque intérieure, n'est-ce pas? Un espace mental peuplé de tous les mots que nous avons lus, toutes les histoires que nous avons entendues, tous les rêves que nous avons rêvés. Et maintenant, alors que vous dérivez vers le sommeil, imaginez que vous vous allongez dans l'un de ces hexagones, peut-être sur un petit lit de camp installé entre les étagères. La lumière est douce, le silence est presque complet. Vous entendez peut-être, très loin, l'écho de pas dans un couloir. Un autre chercheur, un autre rêveur. Pensons maintenant aux objets physiques de la bibliothèque. Les livres eux-mêmes sont décrits avec précision. Ils sont reliés, probablement en cuir usé par les siècles. Leur dos porte peut-être des marques, des symboles qui tentent de les identifier, bien que ces symboles soient eux-mêmes probablement absurdes, choisis au hasard parmi les 25 caractères disponibles. Les pages sont de papier, un papier qui a survécu à des siècles, des millénaires peut-être. Car combien de temps la bibliothèque existe-t-elle? Borges ne le dit jamais. Elle semble avoir toujours existé. Elle est ab aeterno, depuis l'éternité. Peut-être qu'elle n'a jamais été construite, qu'elle a toujours été là, aussi ancienne que le temps lui-même. Les bibliothécaires naissent et meurent, mais la bibliothèque demeure. Génération après génération, ils explorent, ils cherchent, ils désespèrent, ils espèrent. Et la bibliothèque reste inchangée, indifférente à leur quête. Elle est comme l'univers lui-même, vaste, neutre, insensible à nos désirs et à nos besoins. Mais peut-être que cette indifférence est aussi une forme de générosité. La bibliothèque n'impose pas de sens. Elle ne dicte pas de vérité. Elle offre simplement toutes les possibilités et nous laisse choisir ce qui résonne avec nous. Dans ce sens, elle est profondément démocratique. Chaque interprétation est également valide, car chaque interprétation existe quelque part dans ces étagères infinies. Borges était un homme politique complexe. Il a vécu à travers des périodes tumultueuses de l'histoire argentine, des coups d'État,
des dictatures, des révolutions. Il était généralement conservateur dans ses opinions politiques, bien qu'il ait détesté le péronisme avec une passion particulière. Il voyait Perón comme un démagogue et refusait de compromettre ses principes, même quand cela lui coûtait professionnellement. Quand Perón est arrivé au pouvoir, Borges a été rétrogradé de son poste à la bibliothèque municipale à un poste d'inspecteur de volailles et de lapins dans les marchés publics. C'était une insulte délibérée, une humiliation. Borges a démissionné plutôt que d'accepter cette dégradation. Il a dû gagner sa vie en donnant des conférences et des cours. Mais même dans ses difficultés, il n'a jamais cessé d'écrire. Il a continué à créer ses labyrinthes littéraires, ses bibliothèques imaginaires, ses univers parallèles. L'écriture était son refuge, son pays, sa vraie patrie. Laissez votre respiration devenir plus profonde, plus lente. Comptez mentalement. Inspirez pendant 4 secondes. Expirez pendant 6. Sentez votre corps s'enfoncer dans le matelas, comme si vous vous enfonciez dans les pages d'un livre géant. Dans la bibliothèque, il doit exister des livres qui racontent l'histoire de Borges lui-même. Des livres qui décrivent sa vie avec une précision parfaite. Des livres qui expliquent pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit, pourquoi il a fait les choix qu'il a faits. Et à côté de ces livres exacts, il existe des millions de variations, des vies alternatives de Borges où il a fait des choix différents, où il a vécu des destins différents. Dans certains de ses livres, Borges n'est jamais devenu aveugle. Dans d'autres, il est né aveugle. Dans d'autres encore, il n'est jamais devenu écrivain, mais est resté bibliothécaire toute sa vie. Toutes ces versions de Borges existent simultanément dans la bibliothèque, comme des ombres les unes des autres. C'est une pensée vertigineuse, mais aussi strangement apaisante. Si toutes les versions possibles de nous existent quelque part, alors chaque choix que nous faisons est validé. Il n'y a pas de mauvais choix, parce que chaque choix crée simplement une nouvelle branche, une nouvelle réalité qui existe quelque part dans l'infinité. Borges aimait l'idée du jardin au sentier qui bifurque, un concept qu'il a exploré dans une autre nouvelle célèbre. L'idée que chaque moment contient de multiples futurs possibles et que tous ces futurs existent réellement quelque part. La bibliothèque de Babel est une autre façon d'exprimer cette même idée. Toutes les histoires possibles existent déjà, écrites et attendant d'être lues. Pensez maintenant aux autres bibliothécaires que vous pourriez croiser dans vos voyages imaginaires à travers les hexagones. Il y a le vieil homme courbé qui a passé 60 ans à chercher un livre particulier. Il ne se souvient même plus exactement de ce qu'il cherche, mais la quête elle-même est devenue sa raison de vivre. Chaque matin, il se lève de son placard dortoir et continue sa recherche, examinant les livres un par un avec une patience infinie. Il y a la jeune femme qui a décidé qu'au lieu de chercher du sens, elle créerait sa propre collection. Elle a choisi un hexagone vide et y apporte des livres qu'elle trouve beaux, même s'ils ne contiennent que du non-sens. Elle les arrange selon des critères esthétiques, la couleur de la reliure, la texture du papier, le motif des lettres sur la première page. Sa collection n'a pas de sens, mais elle a de la beauté. Il y a l'homme fou qui crie dans les couloirs que la bibliothèque est une illusion,
qu'il n'y a rien au-delà de son propre hexagone, que tous les autres hexagones sont des mirages créés par son esprit. Personne ne l'écoute, mais il continue à prêcher sa vérité avec une ferveur désespérée. Il y a le couple qui s'est rencontré par hasard dans un escalier en spirale. Ils ont décidé de voyager ensemble, partageant leur quête, partageant leur solitude. Ils se lisent des passages de livres qu'ils trouvent, créant leur propre dialogue avec la bibliothèque. Leur amour est un petit îlot de chaleur dans l'immensité froide. Et il y a vous, bien sûr. Vous qui écoutez cette histoire, vous qui voyagez en imagination à travers ces hexagones infinis. Quel livre cherchez-vous? Ou peut-être avez-vous abandonné la recherche et vous contentez-vous de vous promener, appréciant l'architecture, la beauté austère de ces espaces sans fin. Borges croyait que le paradis serait une sorte de bibliothèque, un lieu où l'on pourrait lire éternellement, découvrir éternellement, apprendre éternellement. Mais peut-être que le vrai paradis est simplement ce moment de paix, lorsque la quête s'arrête et que nous acceptons d'être simplement où nous sommes. Il y a une histoire que Borges aimait raconter. Un jour, un ami lui a demandé « Si vous pouviez choisir n'importe quel super-pouvoir, lequel choisiriez-vous » Borges a répondu sans hésiter « La capacité de lire n'importe quel livre dans n'importe quelle langue instantanément. Pas la capacité de voler, pas l'invisibilité, pas la téléportation. Juste la capacité de lire sans limite. » C'était l'essence de Borges. Pour lui, les livres étaient la plus grande aventure possible. Chaque livre était un portail vers un autre monde, une autre conscience, une autre possibilité d'existence. Et la bibliothèque de Babel était l'expression ultime de cette passion. Un univers entier fait de livres où chaque question avait une réponse et où chaque réponse générait de nouvelles questions. Respirez lentement, profondément. Vous êtes dans votre hexagone, votre lieu dans l'univers. Il est unique et il est infini. Il est le vôtre et il appartient à tous. Les étoiles au-dessus de la bibliothèque, car Borges suggère qu'il y a des puits de lumière qui montrent les étoiles, scintillent doucement. Elles aussi sont infinies. Elles aussi racontent des histoires en combinaison infinie de lumière et d'obscurité. Tout est histoire dans l'univers de Borges. Même les mathématiques deviennent des contes. Même la logique devient de la poésie. C'est peut-être son plus grand cadeau. Nous montrer que la frontière entre le rationnel et l'imaginaire, entre le réel et le fictif, est plus poreuse que nous ne le pensons. La bibliothèque de Babel existe-t-elle vraiment? En un sens, oui. Elle existe chaque fois que quelqu'un la lit. Elle existe dans l'imagination collective de tous ceux qui ont été touchés par cette histoire. Elle existe ici, maintenant, tandis que vous la visualisez en vous endormant. Et qui sait? Peut-être que dans un univers vraiment infini, avec des possibilités vraiment illimitées, la bibliothèque existe quelque part, exactement comme Borges l'a décrite. Des hexagones réels, des livres réels, des bibliothécaires réels marchant à travers des couloirs sans fin. Cette pensée est à la fois vertigineuse et apaisante. Vertigineuse parce qu'elle dissout les frontières du possible. Apaisante parce qu'elle suggère que tout ce que nous pouvons imaginer a en quelque sorte une réalité. Vos pensées commencent à se fragmenter maintenant, à se mélanger, comme les lettres dans les livres absurdes de la bibliothèque.
Les images deviennent floues, les idées se dissolvent. C'est bien, c'est le début du sommeil. C'est le passage d'un état de conscience à un autre. Dans vos rêves cette nuit, peut-être marcherez-vous à travers des hexagones. Peut-être lirez-vous des livres impossibles. Peut-être trouverez-vous, sur une étagère poussiéreuse, le livre de votre propre vie. Et peut-être, en le lisant, découvrirez-vous quelque chose de nouveau sur vous-même. Quelque chose que vous saviez sans savoir que vous le saviez. Car c'est aussi ce que fait la littérature, n'est-ce pas? Elle nous révèle à nous-mêmes. Elle nous montre nos propres labyrinthes intérieurs. Et parfois, si nous avons de la chance, elle nous montre aussi la sortie. Ou du moins, elle nous montre que le labyrinthe lui-même est beau, qu'il vaut la peine d'être exploré, que se perdre peut être une façon de se trouver. Borges est mort en 1986, à Genève, en Suisse. Il avait demandé à être enterré là-bas, dans la ville où il avait passé une partie de son adolescence, où il avait découvert tant de littérature européenne. Sur sa tombe, on trouve une citation en vieil anglais, tirée d'une saga nordique. Une phrase mystérieuse, poétique, parfaitement borgésienne. Elle sépare et elle unit. Elle est une frontière, un pont, comme la bibliothèque elle-même, comme tous ces labyrinthes, comme toute grande littérature. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans le fait que Borges, qui avait passé sa vie à écrire sur l'infini et l'éternité, soit maintenant lui-même devenu une partie de la mémoire collective, une partie de cette bibliothèque infinie que nous appelons la culture humaine. Ces histoires continuent de vivre, d'être lues, d'être réinterprétées. Dans un sens, il a réalisé son propre rêve d'immortalité, devenir un livre dans la bibliothèque universelle de l'humanité. Laissez maintenant votre esprit s'enfoncer plus profondément dans le repos. Les hexagones s'estompent, les livres se ferment, les lumières baissent doucement. Il ne reste plus que le silence confortable de la nuit, le rythme paisible de votre respiration, la sensation douce de votre corps qui se détend complètement. Imaginez maintenant que vous tenez un dernier livre. Vous l'ouvrez au hasard. Et là, miraculeusement, vous trouvez une phrase qui a du sens. Une seule phrase claire dans un océan de chaos. Elle dit « Tout va bien. Vous pouvez vous reposer maintenant. » Est-ce le hasard? Ou est-ce que, dans un univers infini de possibilités, cette phrase vous attendait exactement ici, exactement maintenant? Peu importe. Vous souriez. Vous fermez le livre. Vous fermez les yeux. Pensez aux mains qui ont tenu ces livres avant vous. Des générations de bibliothécaires, chacun avec leurs espoirs, leurs peurs, leurs rêves. Certains ont trouvé ce qu'ils cherchaient. La plupart ne l'ont pas trouvé. Mais tous ont fait partie de cette grande quête collective, cette recherche de sens dans l'infinité. Et vous en faites partie aussi. En ce moment, en écoutant cette histoire, en imaginant la bibliothèque, vous devenez un de ces bibliothécaires. Vous marchez dans ces couloirs, vous touchez ses livres, vous respirez son air poussiéreux. Vous êtes là, dans l'infini. La bibliothèque vous enseigne quelque chose d'important, que la recherche est plus importante que la découverte, que le voyage est plus important que la destination, que se poser des questions est plus important que d'avoir des réponses, car les réponses sont finies, mais les questions sont infinies. Borges le savait,
C'est pourquoi il n'a jamais donné de réponse définitive dans ses histoires. Il posait des questions, créait des mystères, ouvrait des portes vers l'infini, et puis il laissait ses lecteurs entrer, explorer, se perdre, peut-être se retrouver. Vous avez voyagé loin ce soir, à travers l'infini et le retour, à travers les paradoxes et les mystères, à travers les mots et au-delà des mots. Et maintenant, vous êtes arrivé ici, dans ce moment de paix parfaite, dans ce maintenant éternel. La bibliothèque de Babel continuera d'exister demain. Ces hexagones seront toujours là. Ces livres attendront toujours leur lecteur. Mais pour l'instant, pour cette nuit, vous pouvez vous reposer. Dans le silence de votre chambre, ou où que vous soyez, vous êtes dans votre propre hexagone personnel. Un espace qui est le vôtre, rempli de vos souvenirs, de vos rêves, de vos espoirs. Et ce petit espace est connecté à tous les autres espaces, à tous les autres hexagones, par les fils invisibles de l'imagination et de l'empathie. Nous sommes tous des bibliothécaires dans la grande bibliothèque de l'existence. Nous cherchons tous du sens dans le chaos. Nous cherchons tous des connexions dans la solitude. Nous cherchons tous notre place dans l'infinité. Et peut-être que le sens que nous cherchons n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons. Chaque jour, par nos choix, par nos actions, par nos relations, nous écrivons notre propre livre dans la bibliothèque. Un livre qui n'existait pas avant nous, qui n'existera pas après nous. Un livre unique, irremplaçable, précieux. Borges aurait aimé cette idée que nous ne sommes pas simplement des lecteurs dans la bibliothèque, mais aussi des auteurs, que nous ne cherchons pas simplement du sens, mais que nous le créons, que nous ne sommes pas simplement perdus dans l'infini, mais que nous sommes l'infini lui-même, expérimentant sa propre vastitude. Dormez bien, voyageurs des bibliothèques infinies. Dormez bien, lecteurs de rêves impossibles. Dormez bien, chercheurs de sens dans l'océan du chaos. Dormez bien, créateurs de votre propre histoire. La bibliothèque vous garde, l'univers vous berce, les histoires vous attendent et vous font partie de toutes les histoires. Vous êtes un personnage dans un livre infini et vous êtes aussi l'auteur. Vous êtes un chercheur dans un labyrinthe sans fin et vous êtes aussi le labyrinthe lui-même. Respirez encore une fois profondément. Sentez la paix vous envelopper comme une couverture chaude. La bibliothèque de Babel existe maintenant dans votre esprit, un lieu où vous pouvez toujours revenir, un refuge contre le chaos du monde, un rappel que l'infini est à la fois terrifiant et merveilleux, désespérant et plein d'espoir. Les hexagones s'étendent toujours dans toutes les directions. Les livres attendent toujours sur leurs étagères. Les bibliothécaires continuent leur quête éternelle. Et vous, maintenant, faites partie de cette histoire sans fin. Que vos rêves soient remplis de livres merveilleux, de découvertes impossibles, de sens trouvés dans l'absurde. Que vous marchiez en paix à travers les couloirs infinis de votre propre imagination. La bibliothèque de Babel existe. Elle a toujours existé. Elle existera toujours. Et vous en faites partie, maintenant et pour toujours. Laissez l'histoire s'éloigner. La nuit peut continuer. Bonne nuit.